pas pu passer à côté du moment mode que nous a offert la marque Coperni à la fin de son défilé printemps-été 2023. Je pense que ça a cassé tout Instagram et plus globalement toute la fashion sphère. J'ai vu beaucoup d'avis passer sur le sujet. Certains estiment qu'il s'agit vraiment d'un moment qui va devenir iconique, qui va rester gravé dans les annales. A contrario, certains estiment qu'il s'agit d'un moment peut-être un petit peu plus anecdotique que ce que l'on pense. Donc on va essayer d'analyser tout ça ensemble, mais avant de commencer, je voulais vous présenter la marque Ana Luisa qui est le partenaire pour cette vidéo. Ça fait plus d'un an qu'ils soutiennent la chaîne, donc merci à eux. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je suis une grande fan de bijoux, j'en porte tout le temps, quotidiennement. En plus, j'ai tendance à ne pas les enlever, je dors avec, etc. Donc c'est important pour moi d'avoir des bijoux qui tiennent dans le temps et de bonne qualité. Et c'est pour ça que je me tourne très régulièrement vers la marque Ana Luisa parce qu'ils proposent des bijoux en plaque et or ou en argent. Comme vous pouvez le voir, je suis plutôt team bijoux dorés et j'aime en plus de ça les gros bijoux. Et c'est pas si facile d'en trouver de bonne qualité avec des prix assez raisonnables. Ana Luisa propose des bijoux à partir de 35 €. Si ça peut vous donner un peu un ordre d'idée, et vous en avez vraiment pour tous les goûts sur le site Ana Luisa. Vous avez vraiment des bijoux assez imposants, mais également des choses un peu plus fins si vous êtes un peu plus minimaliste que moi. De mon côté, j'ai opté pour plusieurs bagues, dont celle-ci qui est vraiment ma favorite de tous les temps. J'en ai beaucoup des bagues, vous en voyez beaucoup passer sur mes mains, mais celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Je l'adore. J'ai également craqué sur des bracelets. Pareil, à la base, j'en mettais pas trop, et finalement, avoir une accumulation comme ça de gros bracelets, je trouve ça hyper joli, très gold, très imposant, j'adore. Et j'ai également craqué sur des boucles d'oreilles, dont ces créoles qui sont, je trouve, de la taille parfaite, mais également des hair cuffs. Alors ça, c'est ma nouvelle passion, pareil, j'en mets partout, tout le temps. En accumulation comme ça, j'adore, et ça donne, je trouve, quelque chose en plus à nos tenues. Vous voyez, moi j'adore être habillée tout en noir. Les bijoux directement, ça fait le petit truc en plus. Et sachez qu'Ana Luisa est une marque qui est sensible aux questions écologiques. Donc entre autres, ils font attention à leurs émissions de carbone. Aussi sur le site, vous pouvez aller facilement voir, ils essayent d'être le maximum transparent sur la traçabilité du produit. Vous pouvez voir les usines avec lesquelles ils travaillent, etc. Et ils utilisent également des matières recyclées. Donc si jamais vous avez envie en ce moment de bijoux, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Également pour les cadeaux de Noël, n'hésitez pas, sachant que les bijoux arrivent dans ce genre de petites pochettes. Je trouve ça assez sympa, même après vous pouvez facilement les réutiliser. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir ça, je vous mets tout en barre d'infos. Et sur ce, on va passer dans le vif du sujet. Et je vais d'abord refaire un peu une mise en contexte si jamais vous n'avez pas tout suivi. En résumé, lors de la dernière Fashion Week parisienne, la marque Coperni, et plus précisément ses designers, donc Sébastien Meyer et Arnaud Veillant, ont décidé de taper fort et de proposer une performance de 10 minutes à la fin de leur défilé, avec en plus de ça comme tête d'affiche Bella Hadid. Et donc on la voit arriver à la fin du show presque nue, avec seulement un sous-vêtement couleur chair et son bras pour cacher sa poitrine. Elle vient se positionner au centre de la scène avant d'être rejointe par deux scientifiques qui vont lui pulvériser une matière qui au premier abord ressemble un peu à de la peinture, avant finalement de se transformer par magie en une robe seconde peau. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça a beaucoup été repartagé au point de créer un buzz mondial sur les réseaux sociaux. Si vous suivez des comptes un peu mode, et même peut-être pas que, vous n'avez dû voir plus que ça durant les 24-48 heures qui ont suivi le show, tellement tout le monde en parlait, tellement c'était repartagé. D'ailleurs, d'après plusieurs sites d'analyse, on estime que ça a généré plus d'1 million de mentions sur TikTok et que ça a été l'un des looks les plus regardés, les plus visionnés de cette Fashion Week. À titre personnel, j'avais beau scroller, je vous jure que je ne voyais plus que Bella Hadid en train de se faire vaporiser cette fameuse robe, et c'était exactement le but. Sébastien Meyer et Arnaud Veillant, donc les directeurs artistiques, ont complètement compris la puissance des réseaux sociaux, mais surtout leur importance auprès des jeunes générations. C'est vraiment par là maintenant qu'on se fait connaître, et c'est vraiment par là qu'on va augmenter la popularité de sa marque. Et les chiffres de toute façon parlent d'eux-mêmes, puisqu'ils ont pris en quelques heures, voire en quelques jours, plus de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux, donc c'est quand même énorme. Mais là où je trouve qu'ils ont été particulièrement doués, c'est qu'ils sont allés quand même un peu plus loin que la plupart des marques, puisque en général, pour assurer une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, la plupart des marques font appel à des célébrités. Je pense qu'on a tous pu le constater, il y a une vraie peopleisation des défilés. À tout moment, on a une Kim Kardashian, une Christine Queen ou une Rihanna qui débarquent pour défiler chez les marques. Mais si au début c'était un peu incroyable, on se disait mon Dieu, il y a machin sur le défilé, maintenant ça devient presque un peu banal, tellement en fait toutes les marques font appel à des célébrités. Rien que sur cette Fashion Week, on peut citer Paris
Paris Hilton chez Versace, Kim Kardashian chez Dolce & Gabbana, Kanye West chez Balenciaga, même si ils l'ont un peu effacé de leur défilé, on en reparlera très certainement dans la prochaine vidéo, Cher chez Balmain. Donc bref, on ne les compte même plus, sans parler en plus de ça des invités qui sont tout autant de grosses célébrités et qui créent tout autant l'événement, même si les retombées médiatiques sont souvent un peu moins bonnes sur le long terme, elles restent importantes. C'est la manière la plus simple aujourd'hui d'être virale sur les réseaux sociaux, d'être repartagée, parce que s'il y a une célébrité dans un look, généralement elle va être beaucoup plus repartagée que tout le reste du défilé, et c'est aussi le moyen de faire en sorte que les gens gardent une certaine image du défilé, même si ce sont des gens qui ne s'intéressent pas forcément justement à la mode. Par exemple, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont vu Paris Hilton dans le look Versace sans pour autant regarder le reste du défilé, mais qui auront l'impression d'avoir entendu parler du défilé Versace juste à cause de cette image. Donc bien évidemment que c'est facile, bien évidemment que choisir Bella Hadid pour ce moment mode chez Coperni, ce n'est pas dû au hasard non plus, ce n'est pas anodin. Peut-être que s'ils avaient choisi une mannequin peut-être un petit peu plus lambda ou du moins reconnue du grand public, ça aurait peut-être fait un petit peu moins de bruit. C'est un tout en fait qui fait que ça devient grandiose. Mais là, comme je le disais, ce qui est cool, c'est que les designers ne se sont pas contentés d'avoir juste de belles têtes d'affiche, ils ont vraiment proposé une performance, ce qui était quand même beaucoup plus risqué, mais ce qui a également donné un impact bien plus puissant. Bien évidemment, ce n'est pas la première marque non plus à proposer ce type de performance, mais je trouve quand même que ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu de tel, et d'ailleurs c'est sûrement pour ça que ça a fait tant le buzz, et tout le monde a très facilement fait le parallèle avec la performance qu'avait proposé Alexander McQueen sur son défilé printemps-été 1999, et qui est, je crois, l'un des moments mode les plus connus, un des moments les plus iconiques, surtout qu'en 1998, vous imaginez bien que c'était peut-être un petit peu plus inattendu, mais en plus de la performance technique, à l'époque il y avait vraiment une performance théâtrale avec Shalom Arlo qui est vraiment dans un rôle, enfin moi je sais qu'à chaque fois que je vois ce moment j'en ai les larmes aux yeux, enfin vraiment il prend aux tripes, c'est poétique mais tellement intense, et c'est là où les deux moments ne sont peut-être pas vraiment comparables, c'est sur l'intensité. Par contre sur la forme, je comprends qu'on mette en parallèle ces deux moments, n'en déplaise à certains. Déjà à cause d'un effet purement visuel, quand bien même la technique est totalement différente, ça n'a rien à voir, on a ce truc de spray de peinture qui potentiellement peut donner un air un peu de déjà vu. Dans les deux cas, on est aussi sur une performance one shot avec qu'un seul essai, il faut pas qu'il y ait de ratage, donc ça apporte également un peu de puissance quand même au moment, parce que tout le long on est en mode oh, est-ce que ça va marcher, et encore plus lors du défilé Coperni, parce que autant sur McQueen dès le début tchac tchac on comprend que ça fonctionne, c'est extra, alors que sur le défilé Coperni tout le long on regarde, on se dit mais ça va vraiment former une robe? La robe va-t-elle tenir sur son corps? Va-t-elle pouvoir marcher avec cette robe? Parce que qu'on se le dise, s'il y a un raté, ça peut quand même vite devenir ridicule et faire le tour des réseaux sociaux, mais cette fois-ci pour une mauvaise raison. Et là, Coperni a en plus multiplié ce risque puisque Bella Hadid n'avait jamais fait les répétitions. Bien évidemment, les designers avaient travaillé avec les scientifiques durant 6 mois pour savoir exactement comment ils allaient faire pour la robe, pour que vraiment les bretelles tombent au bon endroit, etc. etc. Mais ils avaient jamais fait le test sur Bella Hadid, c'était plutôt courageux. Et dans les deux cas, on assiste à la création d'une pièce unique, faite avec une innovation technique. Et d'ailleurs, intéressons-nous un peu à comment cette robe a été créée et par quelle sorcellerie on passe d'un liquide à vaporiser à une robe. Quand même, créer une robe de toute pièce en live, ce n'est pas très commun, et si on s'y intéresse pas trop, ça peut sembler carrément révolutionnaire, mais vous allez voir que c'est en fait une technique qui n'est pas si récente que ça. C'est le docteur Manel Torres qui a mis au point cette technique en 2003, donc il y a presque 20 ans, et les équipes de Coperni ont travaillé main dans la main avec lui pour imaginer ce moment et créer cette robe. D'ailleurs, il était bien évidemment présent lors du défilé, ils ont même créé un petit débardeur en plus qu'on peut voir défiler sur le défilé du coup, et il était présent pour la création de cette robe pour bien tout superviser. Donc en soi, le design de la robe, etc. a été imaginé par Coperni, mais au fond, la performance en elle-même existait déjà, avait déjà été faite et a finalement été rajoutée à la fin de ce défilé. Mais comme ce n'était pas connu du grand public, cette performance a maintenant un peu l'image de la marque Coperni. Pour le côté un peu plus technique, si jamais ça vous intéresse, il s'agit en fait de fibres mélangées avec un polymère qui est donc à la base liquide et qu'en fait on va
pulvériser, vaporiser et au contact de l'air et du corps, ça va se transformer en un tissu. Dans l'idée, c'est un tissu qui est lavable, alors peut-être pas à l'infini, mais quand même lavable. Il serait compostable, également recyclable, puisqu'il est tout à fait possible de dissoudre le vêtement pour en créer un nouveau. Et autre point, il est modulable dans le sens où on peut faire des fines couches pour obtenir un vêtement plutôt d'été, mais on peut également accumuler les couches dans l'idée pour obtenir un vêtement plutôt d'hiver. Alors sur le papier, on se dit qu'il s'agit d'une méthode et d'une matière révolutionnaire qui serait peut-être notre futur. D'ailleurs, c'est un peu ce que voulait mettre en avant Arnaud Veillant, donc l'un des directeurs artistiques. Il voulait montrer un peu ce que pouvait être l'avenir, mais si on s'y intéresse de plus près, on voit vite que ça a ses limites. Déjà, d'après les articles de Vogue Business et Vanity Fair, que je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, plusieurs intervenants démontrent que ce textile n'est en réalité pas si éco-responsable que ça, même si les designers de chez Coperni n'ont pas tant mis en avant cet aspect-là, un petit peu dans certaines interviews. Je trouve que c'est bien de revenir dessus et de préciser un petit peu. Par exemple, comme l'explique le chimiste Martin Mulvihill, le fait qu'on doive utiliser un aérosol pour créer ce textile pose un peu problème, puisque d'après lui, il s'agit d'un des dispositifs les moins efficaces, mais surtout les plus problématiques, notamment parce qu'il n'est généralement pas recyclable. Et en plus de ça, ce serait introduire un produit problématique dans un milieu où à la base quand même on n'en utilise pas et on n'en a pas besoin. Et les articles expliquent également que ça utiliserait plus d'énergie, plus de produits chimiques et que ça créerait encore plus de déchets que n'importe quel tissu qu'on utilise déjà aujourd'hui. Ajoutez à ça qu'en pratique ce serait en réalité difficilement recyclable, puisqu'il faudrait penser à des dispositifs où on puisse aller pour faire dissoudre notre vêtement. Déjà qu'on a du mal à mettre ça en place aujourd'hui pour des matières qu'on a depuis très longtemps. Je vous laisse imaginer ce que ça donnerait pour une nouvelle matière à mettre en place dans plein d'endroits, etc. Ça serait une galère. Deuxième chose, mais pas des moindres, ce produit est difficilement commercialisable dans l'avenir, tout simplement parce qu'il n'est pas pratique. Et le créateur Manel Torres lui-même avoue qu'en termes de praticité, on a déjà vu mieux. Déjà parce que ça a l'air d'en foutre partout, hein. Si vous zoomez un peu, il ne faut pas avoir peur de se tâcher, il faudrait une pièce peut-être dédiée à la création de ces vêtements. Ensuite, plusieurs personnes disent qu'il y avait une forte odeur qui émanait lors de la création du vêtement, mais en plus de ça, ça serait un vêtement qu'on ne pourrait pas créer soi-même tout seul, puisque par exemple pour faire le dos ou etc, ça serait un peu compliqué, donc quand même pas mal d'inconvénients. Après, il faut bien comprendre que ce textile est toujours en développement, en phase de recherche, et même peut-être que ce défilé va permettre au créateur Manel Torres d'avoir une jolie vitrine et d'accélérer les choses, surtout qu'il a l'air de dire que ce tissu peut avoir un intérêt dans le domaine médical, donc ça peut être vraiment pas mal. Par contre, je trouve qu'il y a peu de chances que ce projet soit vraiment viable dans l'habillement, et c'est quand même vachement dommage. Je trouve que ça fait perdre un poil d'impact à cette performance que Coperni a proposée. Les deux designers disent que c'est leur devoir d'essayer de nouvelles choses et de montrer un avenir possible. Si on est un tant soit peu rationnel et qu'on analyse un minimum l'ère dans laquelle on est, je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que non, ce textile n'est pas l'avenir. Que Manel Torres le dise dans ses vidéos il y a 10 ans, je le comprends. Aujourd'hui, un petit peu moins. Pour tout vous avouer, je trouvais au premier abord que Vogue Business et Vanity Fair étaient quand même un peu sévères, mais force est de constater que sur le fond, ils ont quand même raison. Pour l'instant, l'avenir, ce sont les alternatives et les matières éco-responsables, et il y en a plein en développement, il y a plein de belles choses qui se font, mais bien sûr, ça fait beaucoup moins le buzz qu'un tissu à vaporiser, bien évidemment qu'il y a moins cet effet waouh, donc ça reste finalement un peu du spectacle. Après, personnellement, moi, je ne vois pas de problème à ça, sachant que Coperni est quand même une jeune marque française. Ils cherchent encore à faire leurs preuves et ils se sont montrés beaucoup plus entreprenants et créatifs que beaucoup d'autres marques qui pourtant elles ont le budget également de proposer de réelles innovations, d'aller vraiment dans la recherche, d'aider même dans la recherche d'alternatives beaucoup plus éco-responsables et qui pourtant ne le font pas. Donc oui, je trouvais ça quand même important de prendre un peu de recul et d'aborder le sujet de manière peut-être un petit peu plus rationnelle pour apporter de la nuance, que ça reste du spectacle et c'est dommage qu'il n'y ait pas ce cap de franchir de, en plus du spectacle, on a un produit fini qu'on va pouvoir peut-être acheter, etc. Mais en soi, je trouve ça quand même très très cool, puisqu'ils ont raison sur une chose, c'est que les designers sont normalement censés montrer un peu l'avenir, montrer des innovations, tenter, risquer, et ils l'ont fait. Donc finalement, quelle est la conclusion à tout ça ?
Ben, j'ai envie de vous dire, franchement, ça fait du bien. Là où toutes les marques proposent des collections quand même vachement commerciales, j'irais presque jusqu'à dire se reposent un petit peu sur leur laurier, sur ce qu'ils savent faire et ce qui marche dans leur marque. On a beaucoup de redondance, etc. Ça fait du bien d'avoir une marque qui ose, qui essaye de nous provoquer de l'émotion. Et là où ils ont quand même été doués, c'est qu'ils ont quand même réussi à associer les deux, parce que tout le reste de leur défilé est quand même relativement commercial. Pour le coup, ils ont fait ce qui marche chez eux, avec en plus de ça toute une thématique autour de la femme, rendre hommage à la femme, etc. Pour être honnête, si vous voulez mon avis, je trouve le storytelling en réalité un peu pauvre. Il n'empêche que la collection marche bien, qu'elle est dans l'air du temps et qu'elle est relativement juste, mais tenter de venir proposer un moment fort, un happening à la fin de son défilé, c'était quand même bien pensé, bien réfléchi. Ça nous rappelle les défilés à l'ancienne et notre âme de passionné de mode ne peut qu'être nostalgique. Alors est-ce que ce sera un moment mode à la hauteur de celui d'Alexander McQueen? Probablement pas, mais on a cette fâcheuse tendance à toujours tout comparer avec ce qui se faisait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais la mode a évolué, il faut s'y faire au bout d'un moment. Le temps où nous avions des défilés spectacles à la hauteur de Mugler, John Galliano, Jean-Paul Gaultier ou encore Alexander McQueen est malheureusement révolu. Là on est dans une mode qui fonctionne complètement différemment, mais j'ai l'impression qu'on est quand même particulièrement critique sur la mode d'aujourd'hui. Je pense quand même que oui, on aura des moments iconiques dont on se rappellera dans 30 ans, et je pense que le défilé Coperni en fait partie. Parce que ce que je retiens au final, c'est que la marque Coperni a réussi à être audacieuse, à nous surprendre et à créer un joli moment mode qui a suscité beaucoup d'émotions, mais surtout qui a créé un buzz tel que ça a dépassé le milieu de la mode, que ça a dépassé la fashion sphère, et qu'il y a plein de gens qui ne s'intéressent absolument pas à la mode, qui en ont finalement entendu parler et qui vont même peut-être s'y intéresser, et ça je trouve ça particulièrement fort. Donc est-ce que ça va rentrer dans les annales ? Je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais en tout cas je pense pour sûr qu'on s'en souviendra encore dans plusieurs années et même peut-être qu'on s'en servira comme référence. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé par commentaire, j'ai hâte de lire tous vos avis. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil aux bijoux Ana Luisa, je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.